révolte contre le pouvoir indien. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des différences, toujours eu des conflits entre les hindous et les musulmans, mais en 1989, la population donc du Cachemire, la population cachemiri, est complètement découragée en fait du sort que lui livre l'Union indienne à l'intérieur donc de sa sphère de pouvoir. La population cachemiri se révolte contre le gouvernement indien et cette révolte prend plusieurs formes. En fait, c'est que la population est excédée, elle est frustrée. La population musulmane, qui je vous rappelle est composée à 80% au Cachemire, est excédée donc du sort que lui réserve l'Union indienne à travers ses pouvoirs. Je vous rappelle que la population musulmane est minoritaire, mais qu'il s'agit quand même d'une minorité qui compte environ 150 à 200 millions de personnes. Donc, ça fait évidemment beaucoup de monde. Donc, ce qui arrive avec la révolte contre le pouvoir indien, c'est que les gens, le mot le dit, les gens se révoltent et plusieurs remettent en cause la décision du Maharaja, donc du prince hindou. Hein, lors de 1947, le prince hindou a séparé le territoire comme tel du Cachemire, qui était aussi à cette époque-là majoritairement musulman, et il a décidé que ce territoire-là allait appartenir à l'Inde. On accuse en fait le pouvoir indien de manipuler en fait les élections. Plusieurs élections sont tombées à l'eau dans un contexte de violence. On ne réussissait pas à tenir des élections parce que certains ministres, en fait plusieurs ministres ont été enlevés, assassinés, etc. Donc, pour la minorité musulmane en Inde, c'est comme si quelqu'un, on ne sait pas trop qui, mais on associe ça au pouvoir indien, voulait empêcher les élections de se tenir et pour, dans le fond, empêcher que la population donne son opinion sur, par exemple, la souveraineté du Cachemire, ou bien, de façon plus réaliste, l'attachement du Cachemire au Pakistan comme tel. Donc, le pouvoir central, on sait que doute un petit peu des prétentions de la population cachemiri. On se doute que s'il y a un vote chrétien, un référendum, etc., que la population risque de voter plus du côté du rattachement au Pakistan que le statu quo, c'est-à-dire laisser la situation comme elle est. Et on sait aussi, si je peux faire un lien avec ce que Gandhi prônait, hein, avant sa mort, en fait, lors de la création du Pakistan et de l'Inde, Gandhi et Nehru aussi d'ailleurs, au Parti du Congrès, prônait une plus grande égalité entre les musulmans et les hindous, ce qui est un problème qui n'a toujours pas été réglé et qui est encore présent sur le territoire, mais aussi entre les femmes et les hommes, une discrimination aussi raciale au niveau de la couleur de la peau, donc éliminer toute forme de discrimination. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Gandhi a été assassiné. Donc, le point qui est le plus important dans tout ça est la question de l'ordre hiérarchique socio-religieux qui devient par le fait même socio-économique les classes sociales qu'impose le système des castes de la religion hindoue que pratiquent les traditionalistes, les extrémistes. Donc, cette hiérarchie où on a bien sûr les brahmanes au haut de la pyramide, les brahmanes qui prennent des décisions. C'est dans ce contexte donc plus général, d'ordre hiérarchique, où apparemment chacun doit rester dans sa, si vous voulez, sa case sociale, que s'exerce en fait le pouvoir de l'État indien, même s'il s'agit de la plus grande démocratie au monde. Donc dans ce contexte-là, on comprend mieux, sans nécessairement être d'accord, la position désavantageuse des 120 millions de musulmans qu'on retrouve en Inde et qui se trouvent exclus, hein, comme les intouchables d'ailleurs au bas de la pyramide, en fait même pas au bas de la pyramide, à l'extérieur de la pyramide de la société. Ce sont donc des hors-castes, hein, dans cette dynamique donc géographique, l'évolution des mentalités où s'entremêlent l'historique, l'économique, le social, le politique et le religieux. L'évolution des mentalités, comme on le sait, se fait de manière très lente.
Deuxième point, instrumentalisation. Donc, on est toujours dans les années 80. Donc, ici, l'instrumentalisation, d'abord, ça veut dire se servir de. Dans ce cas-ci, c'est le Pakistan qui se servirait en fait d'une insurrection populaire. Et là, évidemment, il y a un lien avec le point 1, la révolte qu'on vient de voir. Le Pakistan se servirait, instrumentaliserait la grogne, la révolte qu'on a sur le territoire pour mener une espèce de guerre par procuration. Donc, on se rappelle qu'une guerre par procuration, c'est une guerre faite par quelqu'un d'autre. Donc, le quelqu'un d'autre ici, c'est le Pakistan, qui armerait et formerait des militaires pour aller un petit peu faire du grabuge du côté indien, mais que le Cachemire soit au complet géré par le Pakistan, puisque on a révolte, donc les gens ne sont pas contents. Donc, si les gens ne sont pas contents, le Pakistan pourrait, dans cette hypothèse-là, faire mieux. Donc, finalement, l'instrumentalisation, c'est un prétexte du gouvernement pakistanais via son armée alimenterait plutôt une insurrection qui est déjà présente de par le point 1, de par la révolte, pour mener une espèce de guerre par procuration contre l'Inde en fournissant des armes, des militaires, etc. etc. Mimétisme et Afghanistan, donc le point 3. Si on regarde sur une carte, on voit que l'Afghanistan est bien sûr le pays qui est juste à côté du Pakistan. Je vous rappelle qu'on est dans une zone très montagneuse. On se rappelle aussi que c'est une zone où les talibans sont très actifs, où d'autres groupes rebelles aussi se seraient cachés, des groupes dits voyous, en fait, selon la classification des États-Unis, comme Al-Qaïda, bon, Ben Laden, etc., etc. Donc, certains vont être tentés de copier, d'où le mot mimétisme. Donc, les rebelles, on vient de le voir avec l'instrumentalisation, viennent en partie, en majorité en fait, des zones tribales et des zones montagneuses du Pakistan. Donc ces rebelles-là, dont les talibans font partie entre autres, pensent qu'ils peuvent copier ce qui s'est passé en Afghanistan et faire, donc, comme si on créait un précédent, faire la même chose au Cachemire. Des mercenaires, des rebelles, qui, je vous rappelle, on est en 1989, les Russes ont été chassés d'Afghanistan par ce qu'on appelle les Moudjahidines, donc des rebelles. Ce sont ces rebelles-là qui font du mimétisme. En fait, ou font penser aux rebelles qui sont au Cachemire qu'on peut faire la même chose que ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc, si les rebelles ont été capables de chasser les Russes d'Afghanistan, même si c'est dans un autre contexte et qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont très différents, on pense qu'on serait capable de faire la même chose au Cachemire. Donc, de chasser en fait, de combattre le pouvoir central de l'Inde. Donc, on a notre lien toujours avec le point 1. Je peux l'écrire ici, 1989. Tantôt, pour le fait de chasser les Russes d'Afghanistan. Prise du pouvoir un peu plus tard, en 1996, je vais l'écrire juste à côté, 1996, des talibans. D'autant plus qu'il y a des liens entre les combattants talibans et ceux qui traversent donc la frontière qui est juste à côté, je le répète, la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan et éventuellement vers le Cachemire et l'Inde. Il y a des liens territoriaux. Carrément, on est capable de passer entre les zones. Je vous rappelle qu'on est en pleine zone montagneuse qui sont relativement difficiles à surveiller. Donc, c'est comme le fief, si vous voulez. Ça a été le fief, en fait, des talibans et potentiellement le fief aussi d'Al-Qaïda et le fief, donc, des rebelles qui, selon le point de vue de l'Inde, partiraient donc de ces montagnes afghanes-là, traverseraient au Pakistan, seraient formés au Pakistan et iraient brouiller les cartes du côté indien.
Donc, ça crée une espèce d'équilibre parce que s'il y en a juste un des deux qui a l'arme nucléaire, ben, les dangers sont plus grands. Si on a deux belligérants principaux qui ont l'arme nucléaire, on crée justement ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc, personne ne veut faire exploser 1/10 de la planète, peut-être même un peu plus dans le cas de toutes les armes nucléaires qui sont présentes sur le territoire. Alors, on reste sur nos gardes et on tente, c'est une façon un peu de pacifier, si on veut, ce qui se passe sur le terrain. Ce qui nous amène, cette intervention de l'extérieur, à deux points de vue. Deux points de vue qui sont très différents. Hein, le point de vue bien sûr indien et le point de vue pakistanais. Donc on a vu à l'intérieur des différents points, surtout les trois premiers, que on a une façon de voir les choses qui est très différente du point de vue pakistanais ou du point de vue indien et qu'on a des accusations mutuelles de part et d'autre. Hein, le Pakistan accuse, en fait, et c'est pour ça qu'on veut récupérer le Cachemire, accuse l'Inde de ne pas bien s'occuper de la population cachemiri. On l'a vu tantôt avec le point 1, révolte contre le pouvoir indien. Et de l'autre côté, le Pakistan, c'est-à-dire l'Inde, accuse de son côté l'État pakistanais, donc l'armée pakistanaise, de former, on l'a vu tantôt, de former des militaires, des groupes paramilitaires, des rebelles pour brouiller les cartes de son côté. Donc on a des accusations de part et d'autre. Point de vue indien, l'Inde en fait a peur de ce qu'on appelle la contagion. Donc c'est une autre raison qui se rajoute parmi toutes celles qu'on a vues. On a peur de la contagion. La contagion est que, un peu comme le mimétisme d'ailleurs, est une copie. Hein, on a peur au niveau du gouvernement central indien. On se rappellera que Gandhi, avec le Parti du Congrès ainsi que Nehru, favorisait une unité et une laïcité. Cette unité-là est encore présente en Inde. On pense être capable d'avoir une Inde unie, donc sans conflit entre les Indiens, les musulmans, les Sikhs, etc., entre les différents dialectes, les différentes langues, les différentes castes, bon, etc. On pense être capable à l'intérieur de cette grande démocratie qui est l'Inde, d'avoir une mainmise sur la population qui est relativement paisible et avoir assez de calme sur le territoire. Point de vue pakistanais, toujours par rapport au Cachemire, et de dire cet État-là a été formé pour rassembler tous les musulmans de l'ancien empire des Indes, donc il serait un peu normal qu'ils reviennent au Pakistan. Mais l'Inde ne veut pas laisser partir le morceau du Cachemire parce que justement, on a peur de la contagion. On se dit, et là je rentre pas dans ces détails-là, mais on se dit si la province du Cachemire, qui est une province indienne, on la laisse quitter pour, peu importe que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, toutes les autres vont vouloir l'imiter. C'est ça la contagion. Toutes les autres provinces de l'Inde qui ont également d'autres problèmes, il n'y a pas juste le Cachemire, mais il y a d'autres provinces de l'Inde qui vont demander au pouvoir central d'être attachées à d'autres groupes. Donc, évidemment, on ne veut pas ça, sinon ça contribuait à la fragmentation de l'Inde, c'est-à-dire un petit morceau qui part d'un côté, le Cachemire, un autre morceau plus au sud, plus à l'ouest, plus à l'est, etc., etc. Et de l'autre côté, point de vue pakistanais, de dire ce morceau-là, le Cachemire nous appartient, parce que la décision du Maharaja en 1947 n'était pas la bonne, même si le contexte se prêtait un petit peu à ça, on l'a vu, mais n'était pas la bonne puisque la population est à 80% formée de musulmans. Merci.